Le 7 mai 2026, un avion cargo russe, Ilyushin Il-66, a atterri à l'aéroport international de Bouchehr, dans le sud de l'Iran. L'avion transportait 8 tonnes d'assemblage de combustible à l'uranium enrichi, emballés dans des conteneurs spécialisés blindés contre les radiations. La cargaison a été officiellement présentée comme du combustible nucléaire destiné à la centrale nucléaire de Bouchehr, un réacteur civil construit par la Russie et alimenté par Moscou depuis son entrée en service en 2011. Mais le moment choisi pour cette livraison, le niveau d'enrichissement de l'uranium et le contexte stratégique dans lequel elle est arrivée changent tout. Ce qui aurait dû être une livraison de combustible de routine devient une possible escalade majeure, dans une guerre qui dure maintenant depuis 69 jours, sans issue en vue. La cargaison était composée de 8 tonnes d'uranium faiblement enrichi, sous forme d'assemblage de combustible conçu pour être utilisé dans le réacteur à eau sous pression de type VVER, un 000 de Bouchehr. L'uranium est enrichi à environ 6% en uranium 235. C'est le niveau standard d'enrichissement du combustible pour réacteurs à eau légère. Et cela reste bien en dessous du seuil de 90% requis pour obtenir une matière de qualité militaire. Dans des circonstances normales, cette transaction n'aurait rien eu de remarquable. La Russie dispose d'un contrat de longue date pour fournir le combustible du réacteur de Bouchehr. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, surveille ces livraisons. L'Iran est légalement autorisé à exploiter des réacteurs nucléaires civils en vertu du traité sur la non-prolifération nucléaire, tant que le combustible est utilisé à des fins pacifiques et demeure soumis aux garanties de l'AIEA. Mais les circonstances ne sont pas normales. L'Iran est engagé depuis 69 jours dans une guerre contre les États-Unis et Israël. Ses installations nucléaires ont été bombardées à répétition. Ces sites d'enrichissement à Natanz et Fordo ont été frappés à plusieurs reprises depuis la fin février. Et pourtant, l'Iran n'a pas seulement survécu à 2 mois de bombardements soutenus. Il a continué à lancer des frappes de missiles, maintenu la fermeture du détroit d'Ormuz et reçu un réapprovisionnement continu de la Russie et de la Chine. La livraison du 7 mai n'était pas prévue. Elle ne faisait pas partie du cycle normal de combustible de Bouchehr. Et elle est arrivée seulement 3 jours après que l'AIEA a signalé avoir perdu l'accès de surveillance à l'installation d'enrichissement iranienne de Fordo, à la suite de dommages causés par une frappe aérienne israélienne le 4 mai. Ce calendrier n'a rien d'une coïncidence. Les détails techniques de cette livraison d'uranium montrent clairement où se situe le danger stratégique. De l'uranium faiblement enrichi à 6% ne peut pas être utilisé directement dans une arme nucléaire. L'uranium de qualité militaire exige un enrichissement d'au moins 90% en uranium, 235. Le processus qui consiste à enrichir l'uranium depuis son niveau naturel de 0, 7% jusqu'à 3, 6% élimine la grande majorité des isotopes d'uranium, 2, 3, 8. L'uranium est déjà partiellement raffiné. Et c'est là que le risque devient clair. Enrichir l'uranium de 6% à 90% est beaucoup plus rapide. Cela exige aussi beaucoup moins d'opérations de centrifugation que de partir de l'uranium naturel. La partie la plus difficile de l'enrichissement de l'uranium, c'est la séparation initiale. Une fois que l'uranium a été enrichi, même à un faible niveau, la voie vers une matière de qualité militaire est considérablement raccourcie. L'Iran exploite actuellement des milliers de centrifugeuses dans ses installations de Natanz et de Fordo. Avant la guerre, les agences de renseignement occidentales estimaient que l'Iran pouvait produire suffisamment d'uranium de qualité militaire pour un engin nucléaire en environ 3 à 4 mois, s'il décidait de sortir des contraintes imposées par les accords internationaux. Mais cette estimation supposait que l'Iran partirait de son stock existant d'uranium enrichi à des niveaux de 5% et de 20%. Si l'Iran a maintenant accès à 8 tonnes supplémentaires d'uranium enrichi à 6% venant de Russie, le calendrier change. Et s'il détourne cette matière vers ses installations d'enrichissement au lieu de l'utiliser comme combustible de réacteur, le calendrier s'accélère. Des analystes indépendants des armes nucléaires estiment qu'avec 8 tonnes d'uranium faiblement enrichi comme matière d'alimentation, l'Iran pourrait produire assez d'uranium hautement enrichi pour une seule arme nucléaire en environ 6 à 8 semaines.
Cela se ferait en utilisant sa capacité actuelle de centrifugation à Fordo, un site enfoui profondément sous terre, et que les frappes israéliennes répétées ont eu du mal à détruire. 6 à 8 semaines. Voilà le calendrier qu'Israël calcule maintenant. Et c'est un calendrier qui fait s'effondrer tout le cadre stratégique de cette guerre. La plupart des gens pensent que cette livraison d'uranium n'est qu'une façon pour la Russie d'aider l'Iran à garder son réacteur civil en marche pendant la guerre. En réalité, la Russie vient de remettre à l'Iran une matière qui pourrait le placer à moins de 2 mois d'une arme nucléaire. Et elle l'a fait à un moment où la surveillance de l'AIEA a été perturbée et où la vérification internationale est impossible. Regardons maintenant ce qui est arrivé au programme nucléaire iranien au cours des 69 derniers jours. Parce que les frappes n'ont pas empêché l'Iran de faire progresser ses capacités d'enrichissement. Le 2 mars, des avions de chasse israéliens F-35 ont frappé l'installation d'enrichissement de Natanz avec des munitions capables de pénétrer les bunkers. Des images satellites ont confirmé des dommages aux structures en surface et des dommages partiels à l'un des halls souterrains de centrifugeuses. L'AIEA a indiqué que environ 1000 centrifugeuses avaient été détruites ou endommagées dans la frappe. Le 18 mars, une deuxième frappe a touché Natanz, cette fois en visant les infrastructures électriques et les systèmes de refroidissement qui soutiennent les opérations des centrifugeuses. L'Iran a indiqué que l'installation avait été temporairement arrêtée pour réparation. Le 7 avril, des avions israéliens et américains ont frappé le site d'enrichissement de Fordo, enfoui dans une montagne près de Qom. La frappe a utilisé plusieurs bombes GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator, les plus puissants Bryce Bunkers de l'arsenal américain. Des dommages ont été signalés, mais l'installation n'a pas été détruite. Fordo a repris ses opérations en moins de 10 jours. Le 4 mai, 3 jours avant la livraison russe d'uranium, une autre frappe a touché Fordo. Cette fois, l'attaque a endommagé l'équipement de surveillance de l'AIEA installé à l'intérieur de l'installation. L'Iran a informé l'AIEA qu'il ne pouvait plus garantir la sécurité des inspecteurs ni l'intégrité des systèmes de surveillance. L'AIEA a retiré son personnel de Fordo le 5 mai. Cela signifie qu'au 7 mai, lorsque la Russie a livré 8 tonnes d'uranium enrichi, la communauté internationale ne dispose d'aucune vérification indépendante de ce que fait l'Iran à l'intérieur de son installation d'enrichissement la plus sécurisée. L'Iran pourrait détourner vers Fordo des assemblages de combustible à l'uranium fournis par la Russie. Il pourrait réenrichir cette matière jusqu'à des niveaux de qualité militaire. Et il n'y a aucun inspecteur de l'AIEA sur place pour le confirmer ou le démentir. Le vide de vérification est précisément ce que la Russie a créé, en planifiant cette livraison immédiatement après la perturbation de la surveillance de l'AIEA. Voici le calcul auquel Israël fait face. Si l'Iran détourne l'uranium russe vers la production d'armes, Israël dispose d'environ 6 à 8 semaines pour détecter le détournement. Il doit ensuite planifier une réponse militaire et exécuter des frappes capables de détruire la matière enrichie avant que l'Iran complète une arme. C'est une fenêtre extraordinairement étroite. Israël mène des frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes depuis plus de 2 mois. Les installations sont durcies, enterrées, dispersées et défendues par des couches de défense antiaérienne. Malgré des bombardements soutenus, les capacités d'enrichissement de l'Iran ont été dégradées mais pas éliminées. Fordo en particulier s'est révélé presque impossible à détruire. Si Israël ne peut pas détruire Fordo, et si l'Iran enrichit de l'uranium fourni par la Russie à l'intérieur de Fordo, alors Israël se retrouve devant un scénario où l'Iran franchit le seuil nucléaire malgré tout ce qu'Israël a fait pour l'empêcher. L'autre option est une opération terrestre pour saisir ou détruire la matière enrichie. Mais une opération terrestre à l'intérieur de l'Iran, visant une installation enfouie dans une montagne, nécessiterait des milliers de soldats, une logistique prolongée et l'acceptation de pertes importantes. Israël n'a pas la force militaire nécessaire pour mener cette opération tout en se défendant contre les tirs de roquettes du Hezbollah depuis le Liban, en gérant les conflits avec des milices soutenues par l'Iran et en maintenant la sécurité le long de ses frontières. La troisième option est une frappe nucléaire. Israël possède des armes nucléaires, il ne l'a jamais officiellement confirmé, mais c'est un secret de polichinelle dans la communauté du renseignement. Si Israël conclut que l'Iran est à quelques semaines de compléter une arme et que les frappes conventionnelles ne peuvent pas l'arrêter,
Israël pourrait utiliser une arme nucléaire tactique à faible rendement pour détruire Fordo et l'uranium enrichi qui s'y trouve. Mais une frappe nucléaire serait une escalade sans précédent. Elle ferait voler en éclats toutes les normes du conflit international depuis 1945. Elle provoquerait la condamnation de toutes les nations de la planète et elle déclencherait presque certainement une réaction de la Russie qui a répété à plusieurs reprises que toute attaque contre des installations nucléaires iraniennes constitue une menace contre les intérêts russes. Voilà le choix impossible que Poutine vient d'imposer à Israël. Accepter un Iran doté de l'arme nucléaire, tenter une invasion terrestre conventionnelle sans garantie de succès, ou utiliser des armes nucléaires et risquer une confrontation avec la Russie. Aucune de ces options n'est acceptable. Et c'est exactement le but. Maintenant, il faut parler de ce que la Russie gagne dans tout cela. Parce que Poutine ne fait pas ce genre de geste sans calcul stratégique. La Russie profite d'un conflit prolongé au Moyen-Orient. Chaque jour où la guerre continue, les prix du pétrole restent élevés. Le Brent s'est échangé au-dessus de 120 $ le baril pendant la majeure partie d'avril et du début mai, la Russie est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. Des prix plus élevés signifient davantage de revenus pour le gouvernement russe malgré les sanctions occidentales. La Russie profite aussi de l'immobilisation des ressources militaires américaines. Les États-Unis ont actuellement 3 groupes aéronavals déployés au Moyen-Orient ou à proximité. Ce sont 3 groupes aéronavals qui ne sont pas disponibles pour d'éventuelles crises dans le Pacifique, en Europe de l'Est ou ailleurs. L'attention, les ressources et le capital politique des États-Unis sont absorbés par le conflit avec l'Iran. Cela crée un espace stratégique pour que la Russie agisse ailleurs. Plus important encore, si l'Iran acquiert une arme nucléaire, l'équilibre régional des forces change de manière permanente. Un Iran doté de l'arme nucléaire ne peut pas être envahi. Il ne peut pas être renversé par la force militaire. Il devient un adversaire permanent pour Israël, pour l'Arabie Saoudite et pour les intérêts américains dans la région. Cela correspond parfaitement aux objectifs stratégiques de la Russie. La Russie n'a pas besoin que l'Iran gagne cette guerre. La Russie a seulement besoin que l'Iran y survive. Et un Iran doté de l'arme nucléaire qui survivrait à ce conflit serait un désastre stratégique pour les États-Unis et Israël, tout en étant une victoire importante pour la Russie. La livraison d'uranium ne sert pas à garder un réacteur en marche. Elle sert à modifier la fin de cette guerre à l'avantage de la Russie. La réaction mondiale à cette livraison montre à quel point le système international est fracturé. Les États-Unis ont publié une déclaration le 7 mai condamnant la livraison et la qualifiant de violation de l'esprit des normes internationales de non-prolifération nucléaire. Mais la déclaration s'est arrêtée avant de la qualifier d'illégale, parce qu'en vertu des accords existants, la Russie est techniquement autorisée à fournir du combustible aux réacteurs de Bushehr. Le département d'État a demandé à la Russie de suspendre toute coopération nucléaire avec l'Iran jusqu'à la fin du conflit et jusqu'au rétablissement de la surveillance de l'AIEA. Le ministère russe des Affaires étrangères a répondu en quelques heures, affirmant que la coopération nucléaire de la Russie avec l'Iran relève d'un accord bilatéral et n'est pas soumise à l'approbation américaine. L'Union européenne a publié une déclaration plus modérée, exprimant son inquiétude quant au calendrier de la livraison et exhortant toutes les parties à éviter les actions susceptibles d'aggraver la dimension nucléaire du conflit. Mais l'Union européenne n'a pris aucune mesure, pas de sanctions, pas de conséquences diplomatiques, seulement des mots. La Chine n'a rien dit publiquement, mais les médias d'État chinois ont publié des éditoriaux soutenant que l'Iran a droit à l'énergie nucléaire pacifique et que l'opposition occidentale à la livraison russe est hypocrite, puisque les États-Unis et leurs alliés exploitent des réacteurs nucléaires et possèdent des armes nucléaires. La réponse internationale relève des paroles, pas des gestes concrets. Personne n'arrête la Russie. Personne ne fait pression sur l'Iran. Le système qui était censé empêcher la prolifération nucléaire la regarde se produire en temps réel sans rien faire. Israël est seul pour décider comment répondre. Et l'horloge tourne. Voici ce qui se passe maintenant. Et pourquoi
les 6 à 8 prochaines semaines sont la période la plus dangereuse de toute cette guerre. Si l'Iran détourne l'uranium russe vers la production d'armes, Israël détectera probablement des signes de cette activité grâce aux renseignements électroniques, à l'imagerie satellite ou à des sources humaines dans les 2 à 3 prochaines semaines. Les installations d'enrichissement produisent des signatures thermiques. Elles consomment de l'électricité. Elles génèrent du trafic de communication. Si Fordo augmente soudainement sa consommation d'énergie, ou si des communications interceptées font référence à l'uranium russe, Israël le saura. À ce moment-là, Israël devra choisir, soit lancer une autre frappe aérienne, soit tenter une opération terrestre, soit passer à l'option nucléaire. Étant donné que les frappes aériennes précédentes n'ont pas réussi à détruire Fordo, et étant donné qu'une opération terrestre est logistiquement irréalisable pendant qu'Israël est engagé sur plusieurs fronts, l'option nucléaire devient le moins mauvais choix du point de vue israélien. Si Israël utilise une arme nucléaire tactique contre Fordo, la Russie devra prendre sa propre décision. Répond-elle militairement au risque d'un conflit direct avec un État doté de l'arme nucléaire? Ou accepte-t-elle la frappe au risque de perdre sa crédibilité auprès de l'Iran et d'autres partenaires? Si la Russie répond, même de manière limitée, le conflit dépasse le Moyen-Orient. Si la Russie ne répond pas, l'Iran remettra en question la valeur de son alliance avec Moscou. Dans les deux cas, l'ordre mondial est remodelé. Et les deux scénarios sont maintenant plausibles parce que Poutine a livré 8 tonnes d'uranium enrichi à l'Iran le 7 mai, aux 69 jours d'une guerre sans fin en vue. Le 7 mai 2026, la Russie a livré 8 tonnes d'uranium faiblement enrichi à l'installation de Bushehr en Iran. L'uranium est enrichi à 6% en uranium 235. Le site d'enrichissement iranien de Fordo a perdu la surveillance de l'AIEA le 5 mai après qu'une frappe aérienne israélienne a endommagé l'équipement de surveillance. Avec le retrait des inspecteurs de l'AIEA, il n'existe aucune vérification indépendante de ce que l'Iran fait avec l'uranium russe. Des analystes des armes nucléaires estiment que 8 tonnes d'uranium faiblement enrichi peuvent être converties en matière de qualité militaire en 6 à 8 semaines en utilisant la capacité actuelle de centrifugation de l'Iran à Fordo. Israël a frappé les installations nucléaires iraniennes à répétition pendant 69 jours de guerre, mais n'a pas réussi à détruire Fordo. Si l'Iran détourne l'uranium russe vers la production d'armes, Israël fait face à 3 options. Accepter un Iran doté de l'arme nucléaire, tenter une invasion terrestre ou utiliser une arme nucléaire tactique. La Russie profite d'un conflit prolongé grâce à la hausse des prix du pétrole et au détournement des ressources américaines. La réponse internationale à la livraison relève des paroles, pas des gestes concrets. Pas de sanctions, pas de conséquences. Les 6 à 8 prochaines semaines sont la période la plus dangereuse de cette guerre. Ce n'est pas une livraison de combustible. C'est un compte à rebours vers une décision nucléaire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.